sommes ici dans une entreprise de traiteurs spécialisée dans les cuisines d'Asie. La maison L'Asie à votre table. Nous fabriquons des plats cuisinés vietnamiens, chinois, thaïlandais, éventuellement un peu indonésiens, et que nous livrons à des gens qui ont envie de faire un dîner, une réception, la fête à l'asiatique. Oui, pour démarrer, une fois qu'on a une idée originale, une fois qu'on a décidé qu'on avait les qualités de gestionnaire, il faudrait quand même avoir un petit peu d'argent. Nous, personnellement, on a démarré avec pas d'argent du tout, c'est-à-dire à l'époque l'équivalent d'un mois de salaire. On a réussi à s'en tirer, mais c'était beaucoup trop peu. On a souffert de ce manque d'argent pendant plus de 5 ans. On avait sans arrêt des problèmes de trésorerie et surtout, les banques nous ont pas beaucoup prêté la main. Et il y a 10 ans, c'était quand même peut-être un petit peu plus facile que maintenant. Donc je crois qu'il faut avoir un petit minimum, aller voir avec ce petit minimum une banque qui va quand même avoir à ce moment-là l'impression peut-être de prêter, mais pas tout. Et je crois qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'argent au départ, avec un plan de financement bien sûr le mieux monté possible. Mais là, je crois que ça dépend aussi de l'activité dans laquelle on veut exercer. Il y a des gens qui peuvent exercer une activité avec un téléphone et peut-être une secrétaire, une machine à écrire. Ils n'ont évidemment pas besoin de beaucoup d'argent au départ. Par contre, dans l'alimentation, puisque c'est le secteur que je connais bien, il faut quand même forcément un capital, d'autant plus que maintenant les législations sont de plus en plus strictes et qu'on a besoin de tout un équipement qui est très très onéreux. Si vous voulez vendre du fond de teint aux Africains ou des maillots de bain aux Esquimaux, il est inutile de créer l'entreprise qui les fabriquera. Il faut commencer par détecter un besoin réel de la population pour fabriquer ensuite un produit réaliste. Oui, pour créer une entreprise, je crois effectivement qu'il faut commencer par avoir une idée. La mienne, ça a été donc la cuisine vietnamienne à l'origine, puisque mon mari est vietnamien. Et que je me suis rendu compte assez vite que les gens qui venaient dîner chez nous, tout simplement en famille, se régalaient bien avec les plats qu'on leur fabriquait. Donc on s'est dit, si on peut nourrir d'une façon agréable nos amis, on peut peut-être en faire un commerce. Et on était vraiment les seuls à l'époque à vouloir livrer à domicile de la cuisine asiatique. C'était certainement une idée et je crois qu'au bout d'une dizaine d'années, on peut se rendre compte qu'elle n'était pas si mauvaise que ça. Le choix du produit fait, avec quoi le fabriquer? Tout d'abord avec le local. Un fabricant de charpente, par exemple, aura besoin d'un hall immense. Puis des machines adaptées à la production. Ici les charpentes en bois. Là, les couches-culottes pour les enfants. C'est ce qu'on appelle l'outil de production. On appelle ça aussi les immobilisations, c'est-à-dire que le local et les machines sont destinés à rester de manière durable dans l'entreprise. Car lorsque l'on vend un produit, on ne vend pas en même temps la machine qui l'a fabriqué. Elle reste immobile. Pour cette production, il nous faut aussi des matières premières. Et le travail des ouvriers. On appellera cela les coûts directs de production. Et il est bien évident que plus on fabriquera de produits, plus il faudra de matières premières et d'heures d'ouvriers. Il
Il y a aussi les éléments qui sont nécessaires à la fabrication du produit, mais qui n'entrent pas dans sa composition. C'est par exemple le travail du comptable, de la secrétaire, les frais téléphoniques ou les frais commerciaux des représentants. Ce sont les coûts indirects de production. Enfin, il ne faut pas oublier les frais qui sont totalement indépendants du volume de production. Ainsi, l'assurance des véhicules qui sont assurés même pendant les mois d'été. C'est ce qu'on appelle les frais fixes qui sont incompressibles. Récapitulons. Nous voyons donc que pour créer notre entreprise, nous avons besoin d'argent. Celui qui crée l'entreprise peut avoir des économies et les mettre dans son entreprise. Il peut aussi faire appel à ses amis qui achèteront ainsi une part du capital de départ de l'entreprise. Cette part s'appellera une action. Et le propriétaire de l'action est en même temps propriétaire d'une partie de l'entreprise. L'ensemble des actions réunies constituera le capital social de l'entreprise. Il représente la sécurité de l'entreprise. Il fait appel aux économies des ménages. C'est ce qu'on appelle l'épargne disponible. Si l'entreprise est prospère et qu'elle réalise en fin d'année un bénéfice, l'actionnaire recevra une part de ce bénéfice en proportion de son apport. C'est le dividende. Si dans le cas contraire, l'entreprise ne fait pas de bénéfice, l'action ne rapportera rien. Si même l'entreprise est déclarée en faillite, l'actionnaire peut perdre sa mise. Il y a donc un risque. Si l'actionnaire a besoin d'argent, il peut vendre son action. Ce faisant, il perd son droit de propriété qui passera dans les mains d'un autre partenaire de l'entreprise. Lors des assemblées générales, il peut être décidé par exemple de partager le bénéfice entre les actionnaires sous forme de dividendes, ou bien de le laisser dans l'entreprise pour acheter de nouvelles machines ou pour développer la recherche. Nous venons de voir que le particulier, vous ou moi, pouvait être une des sources financières de l'entreprise. Mais le créateur d'entreprise peut faire appel aux banquiers et leur emprunter de l'argent. Mais qui dit emprunt, dit remboursement et taux d'intérêt. Ils seront fixés par le banquier et la somme à payer chaque année sera proportionnelle au montant emprunté. Après l'épargne des particuliers et les emprunts aux banques, le futur chef d'entreprise peut également demander des subventions. À condition de présenter un dossier et d'obtenir l'accord de l'administration. Enfin, dernier moyen de financement, le délai de paiement à ses fournisseurs. Par exemple, vous ne payez votre matière première qu'après avoir vendu le produit fini, et donc avoir les moyens de la payer. En résumé, l'origine des fonds mis à la disposition de l'entreprise peut être représentée sous forme d'un schéma synthétique. Le besoin a été détecté. Les clients potentiels existent et le choix du produit a été fait. L'étude des sources de financement possibles a été réalisée. Créons l'entreprise. Faisons une prévision du montant des dépenses à engager pour faire fonctionner notre entreprise. Il nous faut des bâtiments, évalués à 200. Des machines, évaluées à 300. Ce seront nos immobilisations, 500. Il nous faut également des matières premières, pour 100. Des heures de travail matérialisées par les salaires, 90. Et les charges sociales, 60.
total de 250. Il faut engager des frais indirects, téléphoniste, dactylo, commercial, assurance, évalué à 50. Total de l'argent nécessaire au fonctionnement de notre entreprise, 500, plus 250, plus 50, 800. Alors, où allons-nous trouver les fonds nécessaires au fonctionnement? Nous allons faire appel aux particuliers et leur proposer d'acheter une part du capital. Total de l'argent apporté par les actionnaires, 500. Nous allons faire un emprunt auprès de la banque pour 300 sur 10 ans contre un intérêt de 10% par an. Cet intérêt est dû chaque année. C'est le loyer de l'argent prêté par la banque. Il y a donc 800 disponibles dans l'entreprise. Comment allons-nous l'utiliser? Nous allons acheter un bâtiment pour 200, des machines pour 300. Ce sont nos immobilisations. Et il nous reste 300 d'argent disponible. Avec les 300 disponibles, nous allons acheter les matières premières pour 100, payer les salaires avec 90, les charges sociales avec 60 et les coûts divers avec 50. Ces 300 sont appelés fonds de roulement. Pourquoi fonds de roulement? Fonds de roulement signifie quelque chose qui bouge, par opposition à l'outil de production qui est stable. Nous achetons des matières premières et payons les salaires pour fabriquer des produits. Les produits sont vendus et on reçoit de l'argent en paiement de la vente. Cet argent reçu servira à acheter des matières premières, payer des salaires et frais pour fabriquer d'autres produits qui seront ensuite vendus et ainsi de suite. Voici récapitulé l'origine des fonds à droite et leur utilisation à gauche. Le fonctionnement de l'usine peut se décomposer en 3 phases: approvisionnement, fabrication et expédition. L'approvisionnement en matières premières se fait par le biais des fournisseurs. Les matières premières, transformées dans l'usine, sont vendues aux clients en produits finis. L'entreprise paie son personnel et paie aux fournisseurs les matières premières. Elle peut assurer ses règlements grâce aux achats des clients. Et c'est ainsi que la machine fonctionne. L'entreprise a produit pendant 1 an. Et à la fin de l'année, on fait le point.